Alors, on va débuter ce stream. Et qui a démarré. Alors avec un peu de retard aujourd'hui, puisque je vous le disais, ce matin c'était un petit peu chargé, mais déjà, joyeux Saint-Valentin, qui je vous rappelle est une fête commerciale. C'est marrant, c'est pas forcément... Attendez, je vais recadrer un peu. Hop. C'est pas forcément volontaire, mais c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, puis on va parler de Taylor Swift, qui, je vous rappelle, est connue, puisque une thématique centrale des chansons de Taylor Swift, c'est quand même ses ex, hein, c'est devenu même un gag. Mais on va parler de Taylor Swift aujourd'hui pour démarrer, et après on parler d'autre chose. Donc, on parlait de l'impact évidemment gigantesque de Taylor Swift d'un point de vue musical, économique, culturel, tout ce que vous voulez, et des fameux Swifties. Et donc je vous rappelle, j'en ai pas trop parlé parce que ça m'intéressait pas trop, mais vu qu'on parle de Taylor Swift, je vous rappelle que le tweet le plus populaire du Super Bowl, ça a été un tweet absolument génial, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, de Joe Biden, qui a posté cette photo de lui, très flippante, avec marqué « Just like we drew it up ». Pourquoi ? Eh bien parce que ce post justement faisait référence à la théorie du complot qui a été partagée à la base comme un gag, mais bon, vous connaissez l'extrême droite américaine, ils y ont cru jusqu'au bout, que Taylor Swift était évidemment une agent du Deep State et que Taylor Swift, qui actuellement date un joueur de football américain qui s'appelle Travis Kelce, qui est un sacré beau gosse, euh, euh, la droite américaine a vu ça comme un complot de la part de Joe Biden pour que Taylor Swift vienne au Super Bowl, qui est l'événement de sport le plus vu aux États-Unis, vienne au Super Bowl, que les Chiefs de Kansas City remportent le Super Bowl et qu'évidemment, au moment où ils remportent le Super Bowl avec leur receiver star qui s'appelle Travis Kelce et le quarterback qui s'appelle Patrick Mahomes, Taylor Swift monte sur scène et qu'elle soutienne officiellement Joe Biden, et voilà, et ça ferait que l'élection serait gagnée. Donc c'était une théorie qui était complètement débile, évidemment, d'expliquer que tout le Super Bowl et la NFL a été truqué pour arriver à ce moment où Taylor Swift allait arriver au stade après la victoire de son petit copain pour dire qu'elle endorse Joe Biden. Mais bon, vous connaissez ces gros comptes complotistes d'extrême droite américaine. Ça démarre comme une sorte de shitpost et ça finit comme une vraie théorie. Donc tout le monde s'en est moqué. Évidemment, Taylor Swift n'a pas pu et voulu commenter là-dessus parce que si elle commençait à commenter là-dessus, c'est le bordel. Bonjour Daisuko, bonjour tout le monde, ce serait le bordel. Mais évidemment, Joe Biden a joué à fond là-dessus pour se moquer évidemment des Trumpistes. Merci beaucoup Agathon pour ton sub, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. C'est la team Swiftie. Et donc Joe Biden et donc sa community manager, dont je vous ai parlé sur mes réseaux sociaux, qui est apparemment une génie des réseaux sociaux et qui gérait avant les réseaux sociaux de l'État du New Jersey et qui était tellement drôle. Elle avait fait toute la campagne réseaux sociaux d'un candidat pour New Jersey, un candidat démocrate, qui a été embauché par la Maison Blanche, et c'est une meuf qui est extrêmement drôle. Et donc ils ont osé ce tweet où ils ont une photo ouvertement flippante de Joe Biden qui se fout de la gueule des complotistes. Et évidemment, ça trigger de ouf les réponses sur le tweet. Alors, je peux pas vous les montrer parce qu'encore une fois, Twitter ne marche pas sur mon putain de PC. Mais les réponses en dessous sont évidemment à 90% des réponses hilares de gens en mode ah, Joe Biden est reptilien, évidemment on le savait, Taylor Swift est une sleeping agent, etc. Et derrière, évidemment, Elon Musk, tous les Trumpistes en rage en mode c'est une honte qu'un président fasse ce genre de tweet, etc. Blablabla. C'était très très drôle. Mais c'était c'est pour vous donner une idée, encore une fois, de l'influence de Taylor Swift dans le paysage culturel, politique, économique et artistique mondial et américain, de vous dire que sa venue au Super Bowl et le fait qu'elle s'intéresse au Super Bowl, et la NFL eux-mêmes l'ont dit, c'est la plus grande opportunité de l'histoire de la NFL pour agrandir leur audience. Ils ont fait des trucs ils ont fait des best-of Taylor Swift au Super Bowl, etc. Et c'était fou de voir que des gens disaient en fait c'est une agente Joe Biden. Parce que je vous rappelle qu'en 2020, Taylor Swift, et on l'a d'ailleurs vu dans le documentaire Miss Americana, Taylor Swift, très inquiète des dérives de la politique de Donald Trump, avait décidé d'appeler les Swifties à voter. Pour dire il faut qu'on vote parce que ce qui se passe c'est une catastrophe. Et donc
elle s'était pas forcément déclarée ouvertement démocrate, mais elle s'était déclarée comme contre les actes de Donald Trump. Et dans la foulée de ces actions, les jeunes qui avaient très très largement déserté les bureaux de vote, notamment aux États-Unis, mais c'est un phénomène mondial, mais aux États-Unis c'est aussi le cas, eh bien des jeunes s'étaient inscrits par dizaines de milliers dans des bureaux de vote sous l'impulsion de Taylor Swift, qui depuis était devenue une des ennemies jurées des républicains. euh, Depuis qu'elle avait appelé les jeunes à voter. Et là, elle a continué à appeler les jeunes à voter sans forcément dire pour Joe Biden ou pas. Mais évidemment, pour les républicains, c'est un grand danger puisque le vote jeune qui est massif, si les jeunes allaient voter, ferait clairement encore plus pencher la balance en faveur des démocrates. Je vous rappelle qu'il y a plus de votes démocrates que de votes républicains aux États-Unis, mais les élections présidentielles ne se passent pas exactement sur un vote égale une voix. Si les jeunes allaient voter en masse aux États-Unis, statistiquement, en fait, et je vous dis pas ça parce que je suis démocrate ou républicain, mais statistiquement, si les jeunes allaient voter en masse, les démocrates accroîtraient très largement leur avance sur les républicains en termes de vote. Donc, Taylor Swift est un enjeu politique, un très très gros enjeu politique pour l'élection présidentielle. Voilà. Merci pour le sub aussi à toi, Jules. Je pense que je le dis bien. 2e mois d'abonnement, merci beaucoup. C'est Agathon. Très bien, je vais dire Agathon. Et vous êtes pas mal à avoir des pubs sur Taylor Swift. C'est incroyable, les pubs intelligents de Twitch, quoi. Voilà. Salut le moche. Il y avait un bombardement à Gaza le jour de la publication de ce tweet, c'est honteux, dit Gaïdzo. Ah, alors, le timing, peut-être qu'il y avait un autre timing, mais évidemment, le but de ce tweet, c'était évidemment de réagir au Super Bowl. Je vous rappelle que l'année dernière, justement, Elon Musk avait très très mal pris que son tweet sur le Super Bowl était moins liké que le tweet de Joe Biden. Et depuis, ça a été montré avec les documents internes de Twitter. Mais Elon Musk avait fait modifier l'algorithme de Twitter pour que son tweet soit plus visible que celui de Joe Biden, pour avoir plus de likes que celui de Joe Biden. Bref, c'est un game aux États-Unis, puisque je vous rappelle, le Super Bowl, c'est une sorte de grand rendez-vous sportif annuel. Même si vous ne suivez pas le football américain aux États-Unis, vous suivez le Super Bowl, et c'est le game numéro 1 de communiquer au Super Bowl. Donc, Beyoncé a annoncé son nouvel album au Super Bowl, même si elle n'était pas au Super Bowl. Toutes les publicités avec les plus gros budgets sont au Super Bowl, et tout le monde essaie de faire le top tweet ou le top react au Super Bowl. Donc voilà. Greenmono qui dit ce qui est marrant, c'est qu'initialement l'extrême droite US aimait beaucoup Taylor Swift, l'appelant la White Aryan Goddess. Ah bah oui, bien sûr, puisque Taylor Swift, elle est blanche, elle est blonde, elle fait de la country, et là maintenant elle est impliquée dans la NFL. Donc elle avait absolument tout pour représenter une certaine portion. J'ai envie de dire, ça aurait pu être une sorte de Thaïs Escuffion américaine si elle avait voulu. Voilà, mais comme disait un certain Orelsan, ça aurait pu être le rappeur de certains racismes, mais c'est pas le cas. Voilà. Est-ce que Musk a mal réagi à ce tweet? Oui, tout à fait. Musk a répondu à ce tweet en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce tweet? C'est une honte, etc. » Voilà. Merci Elon. Taylor Swift adore le Super Bowl depuis des années, dit Autopio. Oui, c'est juste que là, elle date un joueur du Super Bowl, littéralement. Donc, en plus, elle est venue full force, elle est arrivée depuis... La meuf, elle a fait un concert, elle a fait 4 concerts à Tokyo, elle est arrivée en jet privé avec ses copines et la mère de son petit ami, etc. Et puis, puis elle a descendu une bière à la Emmanuel Macron d'un coup, là, les gens étaient fous, bon, bref. Est-ce que c'est elle qui a fait chaud la mi-temps? Non, Sicre. Je pense que pour la NFL, ce serait la consécration. Je vous rappelle que pendant longtemps, il y a beaucoup d'artistes qui ont boudé la NFL pour son manque de soutien au quarterback Colin Kaepernick. Depuis, ça va mieux. Mais cette année, c'était Usher. Puisque je vous rappelle que Usher est un artiste qui a longtemps résidé à Las Vegas et que le Super Bowl se passait à Las Vegas. Voilà. Donc oui, les extrémistes et les fachos américains sont très déçus que Taylor Swift, qui a tout pour évidemment représenter ce qu'ils aiment, soit devenue leur pire ennemi. Ça, ils le vivent très très mal. En général, quand les artistes soutiennent quelqu'un, c'est l'autre qui est élu, dit coup de génie. Bah non, parce que là, vous voyez, en 2020, elle a appelé à voter, les jeunes à voter contre Donald Trump. Et je dis pas que Donald Trump aurait gagné ou pas en 2020 si elle avait appelé des gens à voter. Mais les chiffres étaient dingos. Hein. C'est que vraiment, on avait vu... là, elle a réappelé des gens à voter. Puis on a vu genre 70 000 personnes qui sont inscrites dans les 6 heures sur des listes de vote qui s'étaient jamais inscrites avant.
Donc, c'est surtout flippant que les jeunes aient besoin d'une star nationale pour aller voter pour le faire d'Inosh McWindy. C'est pas nouveau. Encore une fois, il y a beaucoup de gens, et en France aussi, il y a beaucoup de gens qui sont désabusés par le game politique en France, et on a un problème de vote, notamment chez les jeunes en France, et je pense que c'est un phénomène mondial. L'influence des stars, qu'elles soient du sport, de la musique et autres, ne s'est jamais. C'est pas nouveau ça, en tout cas, Nosh McWindy. C'est juste que Taylor Swift pousse ça dans des proportions assez dantesques. Voilà. Bon, l'autre point aussi, eh bien, c'est que Taylor Swift, il y a une conférence. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue. Attends, je prends le chat en cours, voilà. Elle est assez pro-LGBT, je crois, Dimitri. Ah bah Taylor Swift est très très progressiste. Hein. Elle est très très progressiste. Donc voilà. Mais je vous rappelle que c'était il y a 2 ans, l'année dernière, il y a 2 ans, au show de la mi-temps de la NFL, Eminem, qui est donc un rappeur blanc, a posé genou à terre. Bon bref, là on rentre dans du sport et de la politique, mais voilà. Alors, j'avance dans le chat. Mesdames et messieurs, il y a un symposium sur Taylor Swift qui s'appelle le Swiftposium 2024. Absolument incroyable. Et je pensais que c'était une blague, mais c'est pas une blague. Ça s'est passé ce week-end. Voilà. Ça s'est passé ce week-end pendant le Super Bowl de dimanche à hier à Melbourne. Il y avait une vraie conférence sur justement les conséquences et les implications de Taylor Swift dans la vie. Incroyable. Alors je vous le lis, c'est mon premier lien du jour. Celui-là il est magnifique. Hein. Celui-là il est magnifique. Est-ce que Pentaroux y était? Je sais pas, mais j'aimerais évidemment très fort que Pentaroux y soit. C'est absolument génial cette histoire. Le Swiftposium 2024. C'est pas con. C'est pas con. On a des conférences sur des startups, on a des conférences sur des produits, on a des conférences sur des artistes. Pourquoi pas sur Taylor Swift? Je pense que c'est toujours un peu choquant d'avoir une artiste qui semble aussi jeune et encore actuelle, d'avoir un symposium sur elle. Et c'est peut-être plus, ça fait plus normal de faire un symposium sur, je sais pas moi, Picasso par exemple, qui était d'ailleurs un bon gros mascu. Mais voilà, il y a un Swiftposium et je trouve ça très très drôle et pas si con ça, parce qu'encore une fois, je vous le raconte, hein, Taylor Swift, sur beaucoup de facettes et de dimensions de notre vie, influe énormément. Donc Taylor Swift a émergé comme une icône culturelle avec une influence immense. Voilà. Le Swiftposium est une conférence académique hybride pour les universitaires pour lancer un dialogue et des études et des analyses critiques sur la popularité de Taylor Swift et sur ses implications profondes sur beaucoup de sujets de société comme le genre, le fandom, la culture pop, la littérature, l'économie, l'industrie musicale et bien plus que ça. Le Swiftposium a été organisé par des universitaires de 6 établissements entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. J'adore. Il y a tellement à raconter. Salut Solid Neo. J'ai tellement de choses à raconter sur elle. Voilà. Depuis qu'elle est milliardaire, beaucoup veulent être son amie, bien plus qu'avant Ninja Master. Ouais, je pense, Ninja Master, que on n'a pas attendu que Taylor Swift dégage 2 milliards de dollars avec sa dernière tournée pour vouloir être amie avec elle. Je pense qu'il y a à peu près la moitié de la planète qui voudrait être amie avec Taylor Swift. Hein, voilà. Salut Coffee Night. Ah bah, Coffee Night qui est là, le chevalier du café qui est là, tout de suite. Je pense que c'est l'heure de siroter mon petit café. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres avec autant d'impact, dit X-Jokes Je ne sais pas. Justement, c'est ce qu'on se posait comme question au début de ce stream. Il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des impacts immenses. On pourrait parler... il y a beaucoup de documentaires sur des artistes avec des impacts immenses. Mais des artistes avec des impacts immenses et des engagements, c'est intéressant. Par contre, on pourrait parler de Michael Jackson, qui a eu un impact immense sur la pop culture. Mais est-ce que Michael Jackson a réécrit les règles de la musique et du business musical? Est-ce que Michael Jackson était politiquement assez engagé à une époque où on s'engageait moins politiquement? C'est une question intéressante.
il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup influencé. Voilà, par exemple Michael Jordan, je trouve que c'est très intéressant parce que Michael Jordan a non seulement révolutionné son sport, mais il a aussi révolutionné le business autour de son sport. Donc je pense qu'on pourra avoir un Jordan Podium un jour et je pense que ce serait très 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 intéressant. Euh, Donc je pense que au-delà de, je trouve l'idée très drôle de faire un Swiss Podium parce que le nom est très drôle. Je trouve que l'idée, encore une fois, n'est pas si ridicule que ça. Voilà. Daisuko qui dit avec la pression sociale mondiale qu'elle a, elle doit pas se louper à chaque action, chaque prise de parole, sacré poids sur les épaules. Ah bah, Taylor Swift, quand vous regardez des documentaires sur elle, elle vit dans une bulle avec une pression, mais un truc de ouf. Et moi, je suis admiratif parce que je pense que 100% d'entre nous aurions pété des câbles comme Britney Spears, par exemple, qui vivait avec une pression immense et qui a pété un câble. Voir Taylor Swift tenir avec autant de gens qui l'adorent, autant de gens qui la détestent, autant de gens qui la jalousent, c'est impressionnant. Tout en restant une bête de scène, parce que pour les gens qui ont vu ses derniers concerts, dont le fameux concert leur est arrivé 4 heures en retard à cause d'une tempête elle n'a pas voulu annuler son concert, et puis elle a performé 3h30 en pleine nuit avec des gens en délire sous une pluie battante. C'était des moments qui ont créé sa légende, mais je ne sais pas comment elle fait pour être cette sorte de meuf parfaite. Donc vraiment Miss America's Sweetheart, qui est vraiment genre la meuf parfaite, quoi. Tout en étant quelqu'un qui raconte aussi beaucoup ses failles, ses obsessions, ses mauvais plans dans ses albums. Mais c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel phénomène que Taylor Swift qui non seulement est le boss de son game. Donc Taylor Swift aujourd'hui est la plus grande vendeuse de disques au monde. Taylor Swift remplit les plus grandes tournées au monde. Donc d'un point de vue, voilà, c'est la plus grande artiste pop au monde, tout en étant une personne qui déborde de son domaine. Voilà. Voilà. Elle commence tout juste la tournée mondiale, dit Agathon. Bah, je crois que, quand elle arrive au Super Bowl, elle sortait de 4 concerts de 3 heures en 4 jours au Japon et elle a débarqué, elle enchaînait direct. Voilà. Voilà. Cousini qui en tant que boomer, je la connais pas. Et bien, je vous le dis, c'est très intéressant de vous intéresser à Taylor Swift parce que c'est quelqu'un qui fait partie de notre culture générale et je pense que c'est important de savoir qui c'est. De la même manière que vous votez peut-être pas forcément pour Emmanuel Macron ou que vous n'aimez peut-être pas Donald Trump, et c'est important de les connaître. Taylor Swift, c'est quelqu'un qui dépasse le fait de est-ce que vous aimez sa musique ou pas. Voilà. Et encore une fois, elle fait de la bonne musique. Zonark Star qui dit j'ai littéralement jamais écouté Taylor Swift, des chansons à me recommander. Moi je trouve que 1989 est un très bon un super album de pop. Et encore une fois, c'est de la pop musique. Donc des gens vont dire ouais, c'est de la pop. C'est de la pop. Elle fait de la pop. Elle fait ouvertement de la pop sans complexe. Et c'est de la très très bonne pop. C'est-à-dire que vraiment les morceaux c'est des bangers, les mélodies te restent dans la tête en 2 secondes, les paroles sont malines, c'est archi bien produit. Voilà. Biostorm qui dit ma copine va la voir en juin à Lyon. Ah ouais. Bah, Vénard, je sais pas combien elle a payé sa place, Biostorm, mais voilà. Scolo qui dit salut, est-ce que tu as parlé de toute la controverse sur elle par rapport à son bilan carbone? Bah, on en parlait, elle a un jet privé. Elle a un jet privé, comme beaucoup de superstars de patrons, elle a clairement un jet privé. Elle invoque une vie avec une tournée à travers le monde et sa sécurité. Je peux comprendre. En même temps, je ne soutiens personne qui se bat dans le jet privé H24. Mais voilà. Mais oui, tout à fait. Je pense que sur le jet privé, c'est comme un Bernard Arnault ou un Elon Musk qui invoque à la fois le besoin de rapidité pour leur déplacement et leur sécurité. J'ai une très bonne place à Lyon pour 150 balles. Franchement, si je pouvais voir, si j'avais une place qui pouvait tourner, si je pouvais voir une place pas trop chère pour aller voir Taylor Swift à Lyon, j'irais avec grand plaisir. Dernier concert d'une superstar que j'ai vu, c'était Dua Lipa à Bercy. C'était mon premier gros concert après le Covid et le confinement, et c'est vrai que ça faisait du bien de voir une meuf, genre une queen, quoi, qui arrive sur scène, qui est surpuissante et tout. Voilà. Mes 2 derniers concerts, c'est Juliette Armanet et Dua Lipa. Et c'est des meufs c'est une ambiance de ouf, leur concert c'est trop bien, mais je pense que Taylor Swift c'est un autre level.
Je pense qu'on a un autre level. El Magica qui dit là, t'es plutôt Biden, t'es plutôt Trump. Je suis plutôt Biden. Et d'ailleurs, d'un point de vue musique et voix, je préfère largement du Alipa qui est vraiment une meuf incroyable. Mais on n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans le même game. Voilà. Bref, donc qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends dans ce Swift Posium? Il y a eu donc différentes études et différentes choses qui ont été eh bien, publiées dans ce Swift Posium. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous retrouve le lien, 2 secondes. Il y a une université australienne qui faisait partie du Swift Posium et qui a, eh bien, où est-ce que j'ai trouvé ça? Merde, je l'ai plus. Je vous retrouve l'étude, 2 secondes. Voilà. Hop, 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 hop. Je vous retrouve le lien. Je vais pas y arriver. Hein. Bon, je mets un lien vers Today. En gros, on a une playlist qui est sortie, hyper intéressante, où une université et des chercheurs, des cardiologues ont fait une playlist. Salut Primo Boomer. Une playlist, eh bien, des chansons qui sont compatibles avec un massage cardiaque. Ah voilà, c'est le Monash Victorian Heart Institute. Je vais retrouver le lien. Le Monash Victorian Heart Institute. Alors, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Mais. Évidemment, il y avait une chanson qui était très connue pour faire des massages cardiaques qui s'appelait Stayin' Alive des Bee Gees. Pourquoi? Eh bien parce que selon les spécialistes des massages cardiaques, il faut faire un massage entre 100 et 120 battements par minute pour faire un massage cardiaque. Très bien. Ok. Donc Stayin' Alive pendant longtemps a été la chanson qu'il fallait se garder en tête pour faire un massage cardiaque. Ce qui était marrant, c'est que durant le Symposium, eh bien, il y a une université qui a dit, bah, nous on a fait, on a identifié des chansons de Taylor Swift. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Taylor Swift touche énormément de personnes, des jeunes personnes, et forcément, tout le monde ne connaît pas une chanson qui est sortie il y a 50-60 ans. Stayin' Alive des Bee Gees, c'est vieux, on la connaît pas forcément. Tout le monde n'écoute pas Stayin' Alive. Donc à l'époque, c'était évidemment pertinent de l'avoir en tête pour dire si un jour je tombe sur quelqu'un, je dois faire un massage cardiaque, c'est ha 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 ha, Stayin' Alive, ha ha. Bon, en plus, je la fais au mauvais rythme. Et ils se sont dit, il y a tellement de gens aujourd'hui qui écoutent Taylor Swift et qui connaissent Taylor Swift par cœur que on devrait faire une playlist des chansons de Taylor Swift qui sont entre 100 et 120 BPM et qui sont donc idéales pour pratiquer un massage cardiaque en cas d'accident. Et je trouve ça hyper malin. Donc pour les gens dans le chat qui disent Stayin' Alive c'est pas vieux, c'est mythique, je fais partie des gens qui connaissent Stayin' Alive. Mais je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont nés après les années 2000, 2005, 2010, ils ne connaissent pas forcément Stayin' Alive par cœur, ils vont pas l'écouter tous les jours. Par contre, ces personnes, elles ont des grandes chances, parce qu'elles sont des centaines de millions, d'écouter Taylor Swift. Donc, vous voyez ici, l'American Heart Association avait déjà plusieurs chansons. Donc, le fameux Stayin' Alive des Bee Gees, Crazy in Love de Beyoncé, Sweet Home Alabama, Dancing Queen, Hips Don't Lie, Man in the Mirror. Ce sont des chansons qui sont compatibles avec un massage cardiaque parce que leur BPM est compatible avec un massage cardiaque. Mais pourquoi ne pas la mettre à jour? Surtout avec, encore une fois, je vous rappelle, l'artiste la plus écoutée au monde. Donc je trouvais ça malin. Donc je ne dis pas que les gens ne connaissent pas les Bee Gees. Je vous dis juste que dans un cas d'urgence, c'est peut-être plus facile de vous remémorer en 2024 une chanson de Taylor Swift. Statistiquement, encore une fois, ne faites pas donner des jugements que je n'ai pas donnés. Je suis pas en train de dire que Taylor Swift est mieux que les Bee Gees ou les Bee Gees sont mieux que Taylor Swift. Voilà. Je suis plus proche de l'époque des Bee Gees que celle de Taylor Swift. Mais je trouve ça malin et utile d'utilité publique aujourd'hui de donner cette playlist parce que statistiquement, c'est les chansons les plus écoutées dans le monde et que c'est plus facile pour quelqu'un en état de panique de dire rappelle-toi de Styles avec Harry Styles. I got the blue jean magic look in your eyes et respire. Voilà. Que de faire Stayin' Alive en 2024.
Et ce qui était marrant avec Stay Alive, c'est que la musique est raccord avec la situation. Oui, évidemment, Stay Alive reste la chanson la plus connue du genre. Puisqu'en plus, on dirait qu'elle a été dessinée pour. Mais c'est intéressant. Je vous mets le lien pour les gens qui ont Spotify, voilà. Attendez, je vais refaire Monash Victorian. Heart Institute, Taylor Swift. Pour un peu publier leur étude quand même. Voilà. Vous voyez ici, hein, évidemment, le classique des Bee Gees est évidemment connu. Mais moi, je trouve ça malin. Désolé, on n'a pas pu la sauver, je ne peux pas Spotify, on a des pubs à la place de Taylor Swift. J'avoue, la Raoul de la Flaque, ça la foutrait un peu mal. Last Christmas, c'est quoi? C'est la reprise de Last Christmas de Wham? Ou pas? Non, c'est pas ça. Bon, vous êtes quoi sauver des gens quand même là, hein, parce que 3h30, vous êtes quoi sauver 10 personnes, hein, on est bien. Hein. Bon, on enchaîne. On quitte Taylor Swift maintenant. Hein, on quitte Taylor Swift. Et on va enchaîner peut-être avec quelqu'un qui va faire une crise cardiaque dans pas longtemps. Alors. Hop. Je vous avais parlé de cette initiative complètement débile, les Enhanced Games. Non, c'est Agato, on a bien parlé de Taylor Swift aujourd'hui, on arrête d'en parler aujourd'hui. Je vous avais parlé des fameux Enhanced Games lancés par un entrepreneur australien soutenu par 2 milliardaires dont le fameux Peter Thiel. Et je vous rappelle, il s'était dit, mais pourquoi on ne ferait pas des JO avec du dopage à fond, hein? Célébrons, on va dire, l'innovation humaine, même d'un point de vue pharmaceutique. Et évidemment, dans un cadre où on fait attention à la santé des athlètes, let's go, bouffons des EPO par canette de 33 centilitres et voyons qui vraiment est la personne la plus rapide au monde. Je vous rappelle, c'était toujours un très très grand moment, c'est Enhanced Gain. Donc je vous en avais parlé parce que à la base, je vous disais que c'était, je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était une blague, mais il a fallu que Peter Thiel, donc le fameux milliardaire de la Silicon Valley, rentre dans le game et dans le capital pour que on se dise ok, il se passe un truc. Donc voilà, donc c'était évidemment très drôle. Et je vous en parlais parce que c'est un peu de la science aussi, c'est un peu de la tech. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un rebondissement il y a 2 jours. Donc je vous rappelle que ce serait une sorte de Jeux Olympiques privés dont les records ne seront évidemment jamais ratifiés par les instances officielles et les gouvernements, mais qui est juste là pour dire ça ferait quoi si on chargeait quelqu'un à bloc sur un 400 mètres? Voilà. Bon, qu'est-ce que la personne ferait après le 400 mètres? Peut-être une convulsion. Voilà. Peut-être qu'il faudrait la masser avec une chanson de Taylor Swift. Mais voilà. Bref. Je vous en parle parce que j'ai lu un article d'Eurosport très intéressant. Pourquoi? Premier rebondissement, il y a 2 jours, un ancien champion du monde de natation. Eh bien, je vais mettre une petite pause sur la musique. 2 secondes, elle est où ma musique? Voilà. Un champion du monde australien qui s'appelle James Magnussen, qui était champion il y a 10 ans. Est-ce que j'ai le son quelque part? Non. They put up $1 million for the 50 freestyle world record. I'll come on board as their first athlete. I'll juice to the gills and I'll break it within 6 months. I'm going to need one of those super suits to float me because if I get unbelievably jacked, then I'll sink. Donc cet athlète qui avait pris sa retraite en 2019, si je ne m'abuse, mais qui était quand même un ancien champion du monde du 100 mètres, a annoncé, puisqu'il y a quand même de l'argent, s'ils remettent $1 million,
Ce qui, dans le milieu de la natation, c'est gigantesque. S'ils mettent $1 million, j'y vais. Je me charge à donf. Évidemment, je le fais bien, c'est-à-dire que je suis suivi par des médecins pour être en bonne santé. J'éclate le record du monde du 50 mètres. Et en plus, le mec, il va faire même un dopage mécanique puisqu'il a annoncé vouloir mettre les fameuses combinaisons intégrales qui avaient fait battre des records du monde à l'appel, notamment avec Alain Bernard et compagnie. Et donc voilà, James Magnussen, du coup, est le premier, on va dire, athlète connu et reconnu a annoncé être intéressé pour se lancer dans ces Enhanced Games sur l'appât du gain. $1 million. Voilà, je vous rappelle que dans la natation, si vous n'êtes pas une superstar, vous gagnez quand même très peu. Voilà, donc il dit qu'il a désormais 32 ans, il a été champion du monde à 21 ans parce qu'il était champion du monde en 2013 je crois. Voilà, retraité depuis bientôt 5 ans et qui dit voilà, si c'est le cas, je veux m'attaquer au record du monde de 50 mètres. Donc ça, c'était les fameuses combinaisons qui ont été bannies depuis parce qu'elles faisaient battre tous les records du monde. Dans la natation parfaite, je suis pas sûr que des autres aient touché $1 million. Ah oui, non, mais la natation, c'est un sport qui gagne pas d'argent du tout. On est très loin du foot ou du tennis et autres. Donc, quand vous avez été nageur toute votre vie et que vous n'êtes pas la méga star historique, voilà, vous gagnez pas très bien votre vie. Donc, $1 million, le mec se dit, je suis à la retraite, je me dope, ça fait un coup marketing. Je le fais sagement, le fameux sagement, on va voir, c'est toute la question. Et je prends mon $1 million et je me mets bien, quoi. Alors, point intéressant, j'ai vu cet article dans Eurosport par rapport à ça, qui est vachement intéressant, où Eurosport est allé interroger un spécialiste du dopage pour lui dire est-ce que c'est possible de se doper sans risque. Voilà. Et donc intéressant puisque le médecin revient avec des points que je n'avais pas bien compris dans le dopage, parce que pour moi le dopage c'était se mettre une seringue de PO et let's go. Il revient sur plusieurs points hyper intéressants de la science du dopage. Et la première, c'est qu'il dit le dopage c'est pas que le produit. Le dopage c'est à la fois le produit, mais c'est aussi la quantité de produit que vous injectez et c'est aussi la durée de l'injection. S'injecter une fois de l'EPO dans le corps n'a pas beaucoup d'effet. Se mettre de l'EPO 3 fois par semaine pendant 4 mois, ça a beaucoup d'effet. Il dit aussi un truc important, c'est qu'il dit, nous dans le dopage, on a plein de limitations pour ne pas mettre en danger littéralement les gens sur lesquels on teste le dopage, qui font que notamment les hormones de croissance ne sont pas considérées comme un dopant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, selon le cadre et les protocoles pour faire les tests de dopage, on ne peut pas évidemment mettre en danger les sujets de ces tests, qui sont souvent des personnes saines. Et il dit du coup, quand on met un tout petit peu d'hormones de croissance dans un athlète, ça change absolument rien. Voilà, ça change rien. Il faudrait qu'on mette beaucoup d'hormones de croissance sur plusieurs années pour voir des effets dopants. Mais on ne peut pas. Donc comme on ne peut pas le faire, on ne peut pas ratifier le produit. Et donc le produit ne peut pas être déclaré comme un produit dopant par certaines instances. Je vous rappelle, parce que des gens dans le chat disaient, est-ce que dans tel ou tel sport, on a le droit de se doper ? Je vous rappelle que selon les règles, selon les pays, selon les ligues, selon les associations, la notion de dopage est différente. Voilà, la notion de dopage est différente. Et il dit surtout que faire du dopage pour pousser un record, vraiment pour éclater un record sans limitation, il dit c'est absolument risible. Aucun moment un médecin ne peut garantir la santé de son athlète alors qu'il est là pour le pousser et l'overclocker, quoi. C'est évidemment complètement débile. Donc c'est un papier que je trouve vachement intéressant. Il se lit en 2 secondes. Allez-y, franchement, je le conseille. Qui donne plus d'éclairage sur qu'est-ce que c'est vraiment que du dopage, quels sont les critères pour considérer que quelqu'un se dope par rapport à des athlètes qui aujourd'hui déjà ont une nutrition, des compléments alimentaires, une hygiène de vie qui peut ressembler à du dopage légal. Par rapport évidemment aux gens qui continuent à se doper en secret avec des substances qui n'ont pas été trouvées ou via la corruption. Par rapport au dopage mécanique, on en a parlé avec notamment les vélos avec des moteurs électriques intégrés, les combinaisons de natation, les chaussures de marathon avec des plaques en carbone comme chez Nike. Il y a plein de notions encore une fois de dopage. Mais là, on va parler que du dopage médicamenteux et chimique. Et c'est vachement intéressant du coup les propos de Michel Audran ici sur qu'est-ce que le dopage. Et après, sans grande surprise, il explique que pour ces Enhanced Games, si vraiment vous les poussez à fond, même si vous avez un suivi
un suivi pardon, médical de votre athlète, c'est évidemment ultra dangereux et c'est presque antinomique d'expliquer qu'on va doper un athlète de manière sans risque, bien sûr. Voilà. On voit déjà les gens qui finissent très très mal leur carrière suite au dopage dit légal et au traumatisme lié à leur sport. J'ai du mal à imaginer que. Après, James Magnussen, s'il est là pour faire une course et qu'il se dope comme un ouf pour une course, comme le dit Michel Audran, le dopage, encore une fois, peut être dangereux aussi sur la durée. Donc s'il se dope pour une course et qu'il se met en danger le temps de 3 mois mais qu'il revient derrière, c'est pas pareil que s'il se dope pendant des années toute sa carrière, genre comme un Lance Armstrong par exemple. Bref, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est déjà arrivé des disciplines où on a décidé de ne pas encadrer le dopage et limite de l'intégrer dans la discipline de demande Bentham. Je pense que les strongmen, c'était quelque chose où il y a très peu de contrôle. Ouais, le fameux truc avec la montagne de Game of Thrones là. Strongman. Les gars, ils ont du mal à respirer. Hein. Déjà, quand ils marchent, ils ont du mal. Ils finissent tous avec des douleurs complètement délirantes. Ils ont les genoux pétés, ils ont le dos pété. Et si j'ai bien compris, ils sont tous dopés de ouf. Après, c'est là où je vous le dis encore une fois, la notion de dopage, elle est subjective, puisque selon le sport, selon la ligue, selon les pays, on ne sera pas sur les mêmes approches du dopage. Voilà. Le bodybuilding et le grappling, c'est très laxiste. J'imagine, mais je crois qu'au JO, ils sont quand même plus costauds, quoi. C'est marrant, ils sont tous un peu barbus, un peu chauds. Il y a tous des frangins. On l'avait vu on en avait parlé, il y a quelques qui m'avait reparlé de Zinedine Zidane, mais à l'époque où Zinedine Zidane jouait dans le championnat italien de football, bon, bah, je peux vous dire que les règles de prise de créatine dans le championnat italien de football, c'était pas celle du championnat de France, quoi. Hein. Donc Zizou, David Trezeguet, Didier Deschamps, etc. On en avait parlé aussi avec la créatine. C'est pas que c'est ok, c'est qu'il y a une certaine dose de créatine qui est illégale, je crois, qui est considérée comme dopage dans le championnat français. On en avait parlé avec notamment Rafael Nadal. Je vous rappelle que Rafael Nadal avait joué Roland Garros avec des seringues plein les jambes. C'était pas du dopage pour augmenter ses performances, c'était des seringues qui étaient là qui servaient d'antidouleur d'urgence. Et en fait, beaucoup de gens ont dit Rafael Nadal déjà a risqué sa vie et sa santé à jouer sous antidouleur. Le mec se faisait injecter entre 2 matchs ou même 2 sets des trucs par des médecins. Et non seulement c'est injuste, mais surtout c'est dangereux pour lui. Donc il y avait un gros débat autour de Rafael Nadal là-dessus, puisque ça n'augmentait pas ses performances, mais ça lui permettait de surmonter la douleur, qui est une forme finalement de dopage. Voilà. Je sais plus ce qu'il y avait comme débat. Donc Nadal, débat, piqûre, antidouleur. Donc après sa victoire à Roland Garros, Rafael Nadal avait confié avoir joué la finale avec le pied anesthésié, en précisant également qu'il n'était pas prêt à renouveler l'expérience. Il avait désactivé son nerf douloureux pendant le tournoi. Nadal, lui, il va mal vieillir. Hein. Son corps, il est en... C'est un Jenga, son corps. USB qui dit ne pas sentir la douleur et bien de dopage, c'est indiscutable. C'est la question qu'on a posée, puisque Rafael Nadal n'a pas été disqualifié pour ses injections. Évidemment, Nadal n'a pas été disqualifié. Mais ça a lancé, encore une fois, le débat sur le dopage. Regardez, Nike's Running Sneakers. Donc les fameuses baskets Nike aussi, là. Les fameuses Nike, les Vaporfly de Nike avec la fameuse plaque en carbone en interne. Vous avez une plaque en carbone qui est dans votre chaussure. Donc cette plaque en carbone n'a aucun mécanisme, elle n'a pas de moteur. Ok ?
Mais évidemment, cette plaque en carbone, elle a une forme qui fait que quand vous tapez au sol, elle va amortir le choc. Et quand vous allez redécoller, eh bien, elle va reprendre sa forme et vous aider à avoir plus de rebondissement. Donc là, je crois que un truc, je sais pas, genre 15 des 20 meilleurs temps de l'histoire des marathons aujourd'hui sont faits avec ces chaussures, avec des lames en carbone. Et il y a eu un grand débat, est-ce que c'est du dopage mécanique? De la même manière que, est-ce que les combinaisons de natation qui faisaient mieux flotter étaient du dopage mécanique? Là, on n'est plus dans le dopage chimique. Mais là, là où les instances de natation ont fait retirer les combinaisons de natation, eh bien, les instances de running n'ont pas fait retirer ces chaussures, ces Vaporfly. Voilà. Il y avait un débat sur les prothèses de Pistorius, tout à fait. Et Quentin dit c'est pas du tout ça l'effet de la plaque carbone. Ah bah Quentin, je veux que tu m'expliques mieux alors, peut-être que je l'ai mal compris. Mais ce que je sais, c'est que Adidas a sorti des chaussures de running pour contrer ça. Équivalente, je crois. Si je ne m'abuse, c'est la contre-attaque de Adidas sur Nike avec ces chaussures-là. Bref. On peut discuter longtemps sur le dopage, hein, mais c'est évidemment intéressant. Alors moi, je m'y intéresse parce que dans le dopage, évidemment, c'est comme la guerre. Bon, la guerre, c'est triste, il y a des gens qui meurent, mais c'est un très très bon boost pour l'innovation. Non, je déconne. Non, mais je revenais là-dessus parce que cette histoire de Enhanced Game me fait beaucoup rigoler. Beaucoup rigoler. Mais allez surtout lire ce papier, je remets le lien dans le chat parce qu'il est vraiment très intéressant sur la notion de dopage et sur le fait que des produits peuvent ne pas être dopants jusqu'à une certaine quantité où ils deviennent dopants. Des produits ne sont pas dopants parce qu'on n'arrive pas à les qualifier comme produits dopants alors qu'on sait très bien qu'ils ont un effet dopant, etc. Et qu'évidemment, si on ne donne pas de limite au dopage pour des performances, ça peut très mal tourner. Hey, ça tu calmes. Attends, tu veux dire bonjour. Et je vous présente mon petit frère. Ah, je suis à la télé. Non, t'es sur internet. T'as parlé comme un vieux là. Ah, TF1, non, je rigole. Ouais. Bonjour. J'apporte les banh mi. Eh ouais, il m'a porté déjeuner. Merci Choupanoï. À tout à l'heure. Merci. Il est vieux, il a dit je suis à la télé. Voilà. Aujourd'hui, il vient nous aider. Il vient nous aider à garder notre petit Chichoun qui désormais n'est plus trop malade, mais on va dire que par prudence, on l'envoie pas à la crèche aujourd'hui. Voilà. Tiens, je vais en profiter pour faire un petit plug sur son compte Instagram. Donc, mon frère est un artiste et prof d'art. Et voilà, son petit compte Instagram. Voilà, allez vous abonner. Il est plus ou moins actif. On l'a déjà vu dans un 404. Oui, tout à fait. Voilà. Il est artiste peintre. Et il vit. C'est lui qui vit à Marseille. Quand je vous parle de mes frangins, il y en a un Toulousain, un à Marseille. Lui, c'est lui qui est installé à Marseille. Voilà. Il fait plus vieux que moi. Ouais, c'est la moustache. Voilà ce qu'il fait. Il a longtemps été basé au Vietnam. Pour les gens qui connaissent les écoles d'art, il a fait la Cambre à Bruxelles et l'École à Lausanne. Et il est installé en France depuis... il est revenu en France en 2019. Pochettino qui dit petit frère et prof d'art, la sœur est cinéaste, on se pose des questions sur la famille UA. On est une famille de grande gueule, voilà. On est une famille de grande gueule. Chacun sa manière, chacune sa manière, voilà. Alors, mon frère, il aime bien faire des trucs chelous comme ça aussi. Est-ce qu'il a apprécié Bruxelles, Yasra? Non, il est resté très longtemps à Bruxelles. Ah, mais mon frangin, il me fait peur avec ces histoires de fantômes. Là. Je vais arrêter cette vidéo parce qu'il me fait flipper. Voilà, sa dernière œuvre, c'est ce livre d'art qu'il a sorti. Et là, il a fait une conférence, là, c'était il y a quelques semaines, à Beaubourg, pour la sortie de son livre, puisque vous pouvez retrouver son livre d'art à Beaubourg. Voilà. Il a fait un gros recueil. Ce qui a été dit, il me dit, ma copine aussi était à l'ECAD. Je crois que c'est plutôt une bonne école d'art. Voilà. Ink Kingdom, qui est son livre.
C'est un très beau livre. Je l'ai pas ici, mais je l'ai dans le salon à côté. Voilà. Ah, c'est ma sœur. Eh. Là, c'est mon petit frère. On fera des streams avec la famille, hein, vous inquiétez pas. Hein. On fera des streams avec la famille. On en a parlé. Ma sœur est très chaude, mon frère est très chaud. Ils sont sur des secteurs assez différents de moi. Donc ma sœur, je vous rappelle, elle a fait une grosse école de commerce. Elle a bossé dans le maquillage chez Lancôme et elle était spécialiste de la couleur. Elle était consultante de couleur, ma sœur, et désormais elle est vidéaste. Et mon frère, lui, de coup, il a suivi une voie artistique. Et après, on a un autre petit frère qui est plus jeune. On a le même père, mais pas la même maman. Qui, lui, il est orthodontiste. Voilà. Je suis d'origine vietnamienne. Sino-vietnamienne. On est d'origine sino-vietnamienne. Voilà. Sans parler de mon temps, c'est pas trop dur de gagner sa vie en faisant de l'art comme ça, dit Sphinx. Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Mon frangin, il bosse avec 3 galeries différentes et c'est la grande incertitude. C'est un truc qui m'a toujours stressé parce que j'ai jamais compris à quel moment tu fonctionnes ou tu fonctionnes pas, où tes toiles vont se vendre ou pas se vendre. C'est quelque chose qui est très flou pour moi. Voilà. Surtout dans un milieu où mon frère, il vend des toiles qui coûtent plusieurs milliers d'euros et tout ça. Donc c'est un marché qui est très spécial. Le marché des collectionneurs, moi je le comprends pas bien. Moi, je comprends ce que c'est, mais il faut vraiment vivre dedans pour savoir ce que c'est, quoi. C'est passionnant les couleurs, dit l'animaletto. Ah bah oui, ma soeur elle était color designer, ma soeur. Donc elle faisait des palettes de couleurs pour du maquillage, pour des bâtiments, etc., etc. Ah non, je suis pas Windy, on connaît les trucs. Voilà, donc je vous remets le petit lien dans le chat, ça me fait plaisir. Allez voir ce qu'il fait, c'est assez fascinant. Et moi, je suis toujours un petit peu perdu parce que je suis quelqu'un qui est très très terre à terre. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui fait de la photo. Parce que la photo, il y a un rapport réel qui je trouve très facile par rapport à la peinture et la sculpture que je trouve toujours plus subtil. Tu l'as même pas dit d'en faire des NFT, dit Jenny. Il y a des gens qui l'ont approché pour faire des projets autour de NFT à l'époque aussi, mais voilà. J'adore ce tableau, c'est un remake d'un de ses tout premiers tableaux qui était un panda. Bref, voilà. J'espère qu'on aura l'occasion avec Toucan de parler. Moi, en fait, je voulais même le filmer en train de peindre parce qu'il y a certaines peintures qui fait des peintures assez immenses, qui fait d'une traite. C'est assez impressionnant à voir de le voir faire. Donc, j'aurais bien aimé vous montrer des choses assez fat qu'il fait, mais ça c'est son atelier. C'était son atelier à Marseille où il était dans une sorte de friche immense. Bref, une autre vie. Une autre vie, mesdames et messieurs. Gal Cosplay qui trouve ça magnifique. Eh ben, allez voir ce qu'il fait. Voilà, allez voir ce qu'il fait, c'est cool. C'est cool. Voilà, là, c'est la petite photo de famille, là. Je sais pas. Sa dernière expo, il est avec sa galerie, pour les gens qui ne savent pas, à Romainville, dans le 93, il a été ouvert un des plus gros centres artistiques hors de Paris, là. Et donc, lui, il est représenté là-bas aussi. Là. C'est plutôt chouette comme endroit. On fait du hors-sujet, là. Marielle qui dit « Je suis allé voir son expo à la Galerie Sator et j'ai acheté le livre. » Ah, Marielle, bah, c'est très très gentil. C'est un beau livre hein, qu'il a fait. Hein. Je peux vous dire que on a taffé dessus pendant plusieurs années et que ne serait-ce que le choix du papier, je vous ai déjà parlé de mon frère parce que c'est lui qui a taffé avec les fameux noirs les plus noirs du monde, les équivalents de Vanta Black. Juste pour vous donner une idée, c'est à Romainville, c'est où je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, hein. Voilà. Communuma. C'est ce truc-là, là, qui est un des plus grands centres artistiques hors de Paris. Voilà, mon frère, lui, il est représenté par la Galerie Sator. Salut Cruiser. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un gros centre qui a ouvert
et qui est là, en fait, encore une fois, c'est parce que c'est en train d'ouvrir un peu ce qu'on appelle le Grand Paris. Pour les gens qui ne connaissent pas, le Grand Paris, c'est s'étendre au-delà du périph' de Paris qui est complètement saturé sur les premières couronnes. Et Romainville fait partie de la deuxième couronne à côté de Pantin. Et voilà, il se passe beaucoup de choses. Et pour finir, c'est ça la série dont je vous parlais que je trouve intéressante en termes techniques. C'est que là-dessus, mon frangin, il a acheté des toiles sur lesquelles il a peint le noir le plus noir du monde, donc un équivalent du Vanta Black, c'est l'équivalent japonais. Et en fait, il est venu dégrader la toile avec de la javel, donc il a peint. Ce que vous voyez, en fait, c'est pas de la peinture, c'est ce qui a été retiré de la peinture à la javel. Et derrière, tous les tableaux étaient rétro-éclairés avec de la lumière qui avait une pulsation lente. Donc il y avait un côté incandescent dans ces murs. Là, voilà, là, il a fait là, c'est le Night King de Game of Thrones qu'il a fait avec cette technique. Encore une fois, où il dégrade le noir. Voilà. Et il peint en retirant le noir à la javel. C'est intéressant. Bref, allez. Hop. Fin du plug pour mon petit frère. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire des streams ensemble. Et qui vous raconte un peu ce qu'il fait. Et donc, si vous êtes à Aix-en-Provence, il est également prof de volume à Aix-en-Provence. Comment mon frère peut être autant manuel et moi si peu? Je sais pas. Lui, c'est un mec ultra manuel. Et moi, moi aussi, je fais des trucs manuels. Allez. On quitte nos sujets de Taylor Swift et de mon frangin et de dopage et on enchaîne avec la suite. Hollywood qui dit prof de volume, moi je suis prof de surface. Mais écoute, vous avez peut-être des choses à vous dire. Ton frère doit pouvoir fabriquer le bureau de tes rêves. Daisuko, c'est ma belle-sœur qui pourrait me le fabriquer parce que ma belle-sœur, elle est encore plus forte en bricolage et elle s'est fait son bureau sur mesure et quand je le vois, je pleure. Tant que t'es pas pro de Surface Pro. Alors, on va enchaîner avec bam du hardware. Ensuite, on va passer sur du software avec tac. Je vais vous demander de m'aider à choisir une banque pour le travail. Putain. Le mec fait travailler les gens. Encore mieux que les fameux stagiaires seniors, les viewers seniors. Petit point, est-ce qu'on dit bonjour Instagram? J'ai toujours pas dit bonjour Instagram. On fait un petit bonjour Instagram dans le chat, comme ça je fais un petit post. Let's go. C'est con parce qu'on a parlé de deux sujets super intéressants sur Instagram qui sont notre nageur dopé et Taylor Swift. Ça aurait été très bien, ça aurait été très Instagram-like. Mais bon, let's go Insta. Je fais le petit message. Je vais faire directement dans Instagram en fait, en vrai. C'est le moment, comme dirait mon frère, de dire je suis à la télé. Vous êtes juste dans une story Instagram. C'est pas mal, non? Ajoutez à votre story. Voilà, incroyable. Let's go. Boum. Non, je me suis jeté dessus. Ok, on refait. Salut Instagram, c'est Twitch qui te parle. On est en train de parler Enfin, on a parlé de Taylor Swift, on a parlé de dopage et on va parler de plein de bonnes choses encore. Tu peux nous rejoindre. On est en live toute l'après-midi ensemble. Ça va être incroyable. À tout de suite. Et voilà. Coucou maman, je suis aux infos. Trop tard, Axel. Alors que je pense que ton avertissement n'est pas passé. Venez discuter à la cool de... Oh, c'est menteur parce que Taylor Swift et de dopage alors qu'on vient de finir. Et voilà. Merde, j'ai fait sans le son, j'ai fait avec le son.
Dites-moi que je l'ai pas fait sans le son. Ah non. Salut Girolamo. Ah, j'espère que je l'ai pas fait sans le son. De toute façon, je suis vraiment le roi des blaireaux. Je pense que je l'ai fait sans le son. On va regarder ça. Merci Capster pour le sub, pour le 5e mois d'abonnement. Je t'avais pas vu. Merci beaucoup. Tu rejoins Jules, Agathon, San Kaler, Spud OS et Manudom. Merci beaucoup, les subs du jour. Allez. Je sens que j'ai fait une story pourrie sans le son. Vous me dites s'il y a le son dans les stories Instagram. Bon, il y a bien le son de ma voix. Super. Alors on enchaîne tout simplement. Premier point, petit point. Non, je vais pas le faire tout de suite celui-là parce que jeudi, je vous rappelle que demain on stream exceptionnellement demain soir à 20h pour suivre les annonces de Xbox. Donc on en parlera. Premier point, petit point clash. Petit point clash. Voilà, tout simplement. C'est Mark Zuckerberg qui a testé, finalement le Vision Pro. Et évidemment, pour Mark Zuckerberg, je vais vous remettre la vidéo, voilà, avec le son. Le Quest, évidemment, le meilleur. I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like 7 times less expensive. But after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. Allez. And, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality for. Alors, je vous enlève le bullshit. Le mec en face, le malaise, mais putain, le malaise. Alors, évidemment, tout le monde attendait Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg est l'homme qui a dépensé le plus d'argent dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, tout le monde attendait de voir, maintenant que en à peu près 15 jours, on a plus parlé du Vision Pro qu'en 3 ans de tous les produits Meta. On attendait de voir, évidemment, Zuckerberg était obligé de réact à ça. Et donc Zuckerberg il part de son constat de base qui dit avant évidemment de tester le Vision Pro, j'étais déjà à peu près sûr que le Quest 3 serait le meilleur produit d'un point de vue rapport qualité-prix. Et je pense que là-dessus, il n'a pas tort. Je vous rappelle qu'un Quest 3, c'est 500 balles et un Vision Pro, c'est 3500 balles. Mais en fait, il dit non, le Quest 3 est mieux tout court. Tout court, il est meilleur. Alors là, tout le monde le regarde. Bon, mec. Alors, il explique qu'il y a un écosystème, un nombre d'expériences qui sont plus larges chez Meta que chez Apple. Et là, il a 100% raison. Argument 1, d'accord. Il explique que l'angle d'information du pass-through sont plus larges sur le Quest 3 que sur le Vision Pro. Le Vision Pro est à 92 degrés, le Quest 3 est à 100 degrés. Ok. Il explique que le pass-through dans lequel il est filmé actuellement est tout aussi performant que sur Apple. Il explique que le Vision Pro que le Quest 3 est beaucoup plus léger que le Vision Pro, tout en ayant une batterie intégrée là-dessus. Là-dessus, bon argument. Et enfin, il explique que le nombre d'applications et l'immersion est meilleur dans le Quest Pro. Bon. Il a le droit, évidemment, de défendre le droit de défendre son argument. Mais j'ai l'impression que c'est Daz, un peu, vous voyez ? C'est un peu Daz qui nous dit, en fait, le Vision Pro, le Quest 3 fait tout ce que fait le Vision Pro, des fois en mieux. Je sais pas. Oswald qui dit, il y a une meilleure latence sur le Quest. Je suis pas sûr qu'il y ait une meilleure latence sur le Quest par rapport au Vision Pro. Mais bon. Il a des arguments, mais je pense que la plupart des arguments sur lesquels se base Zuckerberg, c'est plutôt le fait que son écosystème existe depuis des années, là où l'écosystème d'Apple vient de sortir de terre il y a 15 jours. Pour le reste, voilà. Il concède que le eye tracking sur le Vision Pro, c'est vraiment hallucinant. Évidemment, le eye tracking, quelque chose qui a marqué énormément de personnes qui ont testé Vision Pro. Apparemment, c'est vraiment la folie en termes de précision et de naturel. Il concède ça, mais il arrive même à te dire que le fait que le Quest 3 ait besoin de contrôleurs, c'est mieux. Voilà. Il te dit aussi que bientôt, ils n'auront plus besoin de contrôleurs, tout comme le Vision Pro. Ce qui est bien, c'est que globalement, ça va se tirer la bourre. Ça va se tirer la bourre entre les deux. C'est très bien. Ça veut dire que
Apple vient de déloquer un marché des casques premium intéressants. Apple va faire baisser le prix de certaines technologies, notamment des écrans micro-LED à 3400 ppi, auxquels Meta aura accès plus facilement. Meta va réagir, Apple va réagir, ils vont se tirer la bourre. Voilà. Mais bon, expliquer que globalement le Quest 3, même pas le Quest Pro, hein, le Quest 3 est meilleur que le Vision Pro, je pense qu'il aurait pu expliquer. Non, ce plan, le mec, il le regarde avec la caméra, c'est l'enfer. Il aurait pu expliquer que le Quest 3 avait un meilleur rapport qualité-prix, un écosystème plus mature que le Vision Pro et qu'en plus, il faisait aussi pas mal de petites choses sympas. Je pense que ça aurait été fair de sa part. Expliquer qu'il est meilleur que le Vision Pro, bon, on sait que ça fait plus d'engagement parce que regardez, je réacte dessus. Mais c'est un peu tiré par les oreilles. Parce que vraiment, par les cheveux, pardon. Parce que le Vision Pro est un des produits, d'un point de vue purement technologique, les plus fabuleux, les plus dingos qu'on ait vus ces 10 dernières années. Donc il y a quand même il faut juste un moment. Voilà. Mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Il doit se battre. Il doit se battre. Et il a balancé des milliards de dollars dans son métaverse et dans ses casques de réalité virtuelle avec très très peu de succès pour l'instant. Apple arrive et Apple, comme on pouvait l'imaginer, est en train d'ouvrir peut-être le marché. C'est tout au bénéfice de Meta. Hein. Encore une fois, ce qu'Apple est en train de faire, c'est au bénéfice de Meta parce que Meta n'a jamais réussi à créer ce marché. Apple c'est pas un créateur de nouveaux objets, Apple. Mais c'est un créateur de marché. Apple a cette tendance à pouvoir valider ou créer des marchés qui existaient déjà, mais qui n'existaient pas de manière suffisante. Aujourd'hui, le marché de la VR n'est pas un écosystème pérenne. Apple peut peut-être le rendre pérenne, même si, encore une fois, on parle plus d'AR et de mixed reality, de pass-through que de VR, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est de bonne guerre, mais après dire que le Quest 3 n'est pas juste un meilleur rapport qualité-prix, mais un meilleur produit que le Vision Pro, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est bien, on a du clash. Ça n'existait pas. Je vous rappelle que jusqu'alors, Meta était un peu seul au monde parce que HTC était un peu largué et Valve était un peu seul dans son coin pour faire que du jeu vidéo. Voilà, globalement, Meta était un peu seul au monde et avec un concurrent de la nature d'Apple, c'est quelque chose. Je vous rappelle que Microsoft avait lancé son programme de WMR, donc Windows Mixed Reality, qui avait été un énorme bid aussi. Là, il y a peut-être un truc à créer. Voilà. Les règles de SEO, ça devient un truc aussi. Le gars de Nothing a fait ça sur YouTube, dit Gurichu. Ouais, tout à fait. C'est toujours une manière de faire du marketing. Hein. Otario qui dit pour mon usage, le MetaQuest est bien plus quali et utile que le Vision Pro. Sans parler du prix, qui est un pur foutage de gueule. Franchement, Otario, je pense que le prix du Vision Pro n'est pas du tout un foutage de gueule. Vu les technologies qu'il embarque, je pense que juste les deux écrans du Vision Pro doivent dépasser les 1000 $ à eux deux. Quoi. Donc, après, est-ce que le choix d'Apple est un choix sage ou un mauvais choix? Mais quand on voit ce qu'il y a dans le Vision Pro, je pense que 3500 $, c'est le prix d'un gros MacBook Pro. Et je pense que c'est autrement plus compliqué à produire. Donc, je pense pas que le prix soit un foutage de gueule, moi, personnellement. Le positionnement commercial, on peut le juger. Mais le prix par rapport à ce que le Vision Pro embarque, voilà quoi. Non, je pense que le Vision Pro est technologiquement un produit vraiment dingue. Dingue. Ce qui a été dit que pour moi, le seul intérêt d'un casque VR, c'est le jeu vidéo, donc c'est vite vu. Ah ouais. Non, moi, je pense que justement, le jeu vidéo est dans ma liste des intérêts de ce genre de casque numéro 3 ou 4, quoi. Mais vraiment, moi, c'est d'abord, les médias, 2, le boulot, et peut-être après le jeu vidéo, et en dernier, la communication. Mais le jeu vidéo, c'est pas numéro 1 maintenant pour moi. Trop compliqué de faire des jeux intéressants qui tirent parti vraiment de ton espace ou pas. Bref. Est-ce que j'ai regardé la vidéo de FXI sur Vision Pro d'Imac Dolphin? Ouais, je vous ai pas montré la deuxième. Je l'ai même en stock ici. Hein. Je l'avais en stock, je vous la montre. Parce que je vous avais montré la première où il démontait le Vision Pro. Mais il y a la deuxième où il découvre un peu la résolution et les écrans derrière le Vision Pro. Attendez, non, c'est pas celui-là, c'est pas la bonne. Je vais vous trouver la bonne. Ça, c'était la première vidéo que je vous avais montrée. La deuxième, elle est par 2. Voilà, elle est là. Celle-là, là, ça, c'est la deuxième partie où vraiment ils vont voir un peu les écrans, etc. Et bon, c'est ouf. C'est ouf.
Non, le hardware embarqué est vraiment, vraiment, vraiment ouf. Il est vraiment ouf. Voilà, ça, je peux vous mettre le lien aussi, effectivement. J'ai mis le lien vers le clash de Zuki, mais voilà. Clac. Et ça, c'était le lien vers Zuckerberg. La batterie drôle, c'est 3 batteries d'iPhone empilées. Ouais, c'est très chelou la batterie, cette histoire de batterie. Hop, je mets les liens de côté pour le replay YouTube aussi. Bon, c'est de bonne guerre. Zuki, c'est de bonne guerre. Franchement, voilà. J'ai envie de dire, on peut pas lui en vouloir de défendre son produit. Je pense qu'il a été un peu fort dans la défense. Mais je suis d'accord avec Zuckerberg. Aujourd'hui, le Quest 3 reste une excellente propale et très certainement le meilleur casque de VR grand public. C'est juste qu'on a un peu vu le turfu avec le Vision Pro. Mais c'est pas un turfu qui est inatteignable pour Meta technologiquement. Je pense que ce qui risque d'être atteignable pour l'un ou pour l'autre, encore une fois, c'est qui aura le meilleur écosystème. Voilà. Si à un moment tout le monde ne se bouge que chez Apple pour faire des applications pour leur casque et qu'il n'y a rien chez Meta, ça va être la merde. Et à l'inverse, si un jour tout le monde est chez Meta mais que personne ne veut bouger de chez Meta parce que tout le monde déteste Apple, ce sera la merde pour Apple. Ça se passera là-dessus. Technologiquement, je pense que les deux vont se renvoyer coup pour coup, c'est normal. Normal. Voilà. Moi, je vous ai prédit que le Vision Pro, il lui faudra encore 5 ans et 3 versions. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas un Vision Pro 2 en 2025. Ou alors on aura un Vision non Pro, mais pas un Vision nouveau. Je pense pas qu'ils vont sortir Ils vont peut-être sortir tous les 18 mois, tous les 2 ans peut-être. Et je pense que c'est un produit qui va avoir besoin d'au moins 3 itérations. Est-ce que j'ai passé le holotal de Disney en janvier? Ouais, Daisuko, tout à fait. Donc si on compte qu'il faudra au moins un V3 ou une V4 pour atteindre un niveau prix, utilisation, écosystème suffisant pour que, comme l'iPhone 4, ça bascule massivement, ça nous emmène en 2030. 2028-2030 à peu près, quoi. Voilà. Salut Zawizado. Intéressant. Allez, on va quitter les petits clashs entre Apple et Meta. Et on va aller du côté de chez Samsung avec une nouveauté qui va nous intéresser, qui va intéresser certains et certaines d'entre vous, je l'espère. On parle d'apnée du sommeil. Voilà, je l'ai un peu teasé au début de ce stream. Samsung avait une fonctionnalité dans sa Galaxy Watch autour de l'apnée du sommeil et elle est désormais autorisée par la FDA et donc c'est l'équivalent de l'autorité médicale américaine, la première c'était eux qui avaient notamment fait attendre Apple pour que leur électrocardiogramme, qui était une première sur une smartwatch, soit autorisé, c'est-à-dire que c'est recevable par votre médecin. Et désormais, les Galaxy Watch vont pouvoir envoyer des rapports sur l'apnée du sommeil qui pourront être utilisés et qui sont ratifiés par la FDA. Donc, c'est un grand pas en avant. Je ne sais pas si vous êtes touché ou si vous avez des proches qui sont touchés par l'apnée du sommeil. Je vous rappelle que c'est, dans le meilleur des cas, chiant, dans le pire des cas, très dangereux pour la santé. Donc, moi, je vous le dis parce que j'ai fait de l'apnée du sommeil pendant quelques années dans ma vie. Mon père fait de l'apnée du sommeil, ma mère fait de l'apnée du sommeil. Et autant moi, j'en ai fait, c'était un peu relou, et après, ça a disparu. Autant ma mère, elle a dormi avec des appareils, etc. etc. Donc, vous savez, c'est très, très important pour votre santé. L'apnée de sommeil, ça ne vous fait pas que des mauvaises nuits. Hein, voilà. Mais intéressant de savoir si vous pouvez avoir un appareil, encore une fois, pas cher, simple, facilement trouvable dans le commerce, qui vous permet de surveiller tout ça. Ça venait de quoi, moi, Disney 76? Je ne sais pas exactement. Je pense que c'était quelque chose qui était psychologique. Mais j'avais une apnée de sommeil qui n'était pas trop violente, alors que moi, mon père, il s'étouffait. C'était des trucs pas possibles avec son apnée de sommeil, quoi. Et donc, ça vous met dans des états incroyablement mauvais parce que ça nique votre sommeil méchamment. Mais surtout, je ne le savais pas. Je pensais que c'était juste relou parce que je pensais que c'était une sorte de ronflement irrégulier. Et en fait, non, ça peut vraiment jouer sur votre santé. Donc, c'est un vrai sujet, quoi. Je l'ai appris que très tard. Oh, 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 oh. J'ai renversé la moitié de mon sandwich. Non. 2 secondes.
Je remets de la musique d'ambiance. Et je vais chercher une assiette. Putain. J'ai renversé 3 viandes sur mon bureau. Non, je ne montrerai pas mon bureau, c'est trop la teon. Daisuku qui faisait 11 apnées de sommeil par nuit. Ah oui, c'est... Ah, c'est beaucoup, je crois. Volchan qui dit j'ai fait de l'apnée de sommeil, j'ai une machine, rien de brandé pistache chez l'ORL, ça peut être physique ou psychologique. Ouais, moi je crois que c'était psychologique effectivement. 2 secondes, je nettoie mon bureau, Daisuko, tu fais des nuits de 4 heures. Mais enfin Daisuko. 11 apnées par nuit, c'est dans la moyenne haute de la normalité. Ah bah je savais pas, ok, je savais pas. La lampe derrière, franchement, c'est un peu cringe. Jol, ton frère pense quoi de ma déco? Je sais pas, je sais même pas d'où vient cette lampe. C'est une lampe Ikea que j'ai récupérée. Écoutez, on n'est pas les rois de la déco avec ma meuf. Arrêtez-nous chez hein. J'ai foutu de la viande dans ma pantoufle. Ok. Let's go, c'est Gabriel Attal, citron, tellement vrai. Volchan qui dit j'étais à 25 apnées par heure avant d'avoir ma machine. Ah oui, c'est violent, Volchan. Ah oui, c'est violent. Salut Astro Boy. Ah oui, c'est violent. Daisuko, tu me fais penser à Daz et à un autre pote à nous qui s'appelait James, que certains d'entre vous connaissaient peut-être sous le nom de Studio Sushi, James Kao. Et je comprends pas des fois comment Daz et James arrivent à gérer leur sommeil et à dormir aussi peu dans leur vie. McDolphin qui dit je ne dors qu'une nuit sur 2. Mais enfin les gens, qu'est-ce que c'est que ça? Gosseron veut savoir combien d'apnées de sommeil tu as pu faire. Alors, la fonctionnalité apnée de sommeil permet aux utilisateurs et utilisatrices de plus de 22 ans qui n'ont pas été diagnostiqués encore avec de l'apnée de sommeil de détecter les signes modérés jusqu'à sévères, l'obstruction de l'apnée du sommeil, l'OSA, sur une nuit de surveillance, 2 nuits de surveillance. Ok. Dormir, c'est un acquis qu'on perd vite une fois par an. Ouais, je suis d'accord, Tibac TV. Bonjour à toi. Je dors beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr. Mais avant, je dormais... Je dormais... Je pouvais me coucher à 1h du matin et me lever à 15h, quoi, sans souci. Gossoro qui faisait 82 apnées du sommeil avec une moyenne de sommeil de 5 heures. Ah oui. Ah oui. Marie-Cécile qui est à 8 heures de sommeil. Donc qui est plutôt plus une grosse dormeuse. Ouais, moi j'étais plutôt... moi j'étais un moyen dormeur. C'est surtout que j'avais une hygiène de sommeil qui était mauvaise. C'était pas tant la durée de sommeil qui était bonne ou pas bonne. C'est que évidemment je me couchais à des heures débiles. À part détecter à quoi sert la montre, dit le moche, elle ne sert qu'à détecter, je crois. Ça ne sert pas à traiter l'apnée de sommeil. Pour traiter l'apnée de sommeil, c'est pas une montre qui pourra t'aider. C'est une machine dédiée avec un respirateur et tout ça, quoi. Je me rappelle aussi d'un pote à moi qui faisait de l'apnée de sommeil et qui était récemment divorcé
et qui nous avait raconté ses dates. Et une fois, il avait ramené une personne avec qui il avait daté, ça s'est très bien passé, il l'avait ramené chez elle. Et il avait prévenu qu'il faisait de l'apnée de sommeil, qu'il avait peut-être une machine et tout. Et la meuf, quand elle a vu la machine, elle a hurlé de rire nerveusement. Je pense qu'il s'était un peu bourré aussi. La nuit s'est très bien passée. Hein. Mais, mais elle lui a dit t'es le mec du caméléon. Je sais pas si vous vous rappelez comment il s'appelait le gars du caméléon. Dans le caméléon, cette série sur M6, il y avait le grand méchant, il se baladait toujours avec une bouteille à oxygène et une chaise roulante. Il a sorti ça, ils étaient morts de rire, puis après ils ont baisé. Mais il m'a dit, franchement, c'était, je mettais un peu la pression de lui montrer ma chambre, mais en fait, on a beaucoup rigolé. Et oui, faites des tests parce que beaucoup de gens pensent que l'apnée de sommeil c'est juste une mauvaise nuit où tu ronfles un peu fort ou un peu. Il faut vraiment faire diagnostiquer. Hein. Ah mais Daisuku il a bossé au Club Med, bien sûr qu'il dort plus. Oh là là. Astrobo qui dit ma technique c'est de m'endormir à 4 latérales, du coup je dors plus depuis 3 mois. Salopard va. Mais bien joué, bien joué, bien joué. Mr. Reigns. Ah, c'était ça, c'était Mr. Reigns, le méchant. Attendez. Le Caméléon série. Lui là. Je t'aurai, Jarod. Je t'aurai. Il se baladait toujours avec sa bouteille d'oxygène là, voilà là. Et donc la meuf lui a dit putain mais t'es le méchant dans le Caméléon. C'était drôle. Alors, je rattrape le chat. Salut Orse Bronze. Il a un petit côté. Ah putain, le caméléon. Oh, le look qu'ils avaient. Oh là là. Mrs. Parker, bien sûr. Hein, tension sexuelle maximum entre le caméléon et Mrs. Parker jusqu'à qu'on apprenne que. Ah, je spoil rien. Oui, à la fin, je crois qu'il tire sur sa bouteille. Il a un petit côté Voldemort, hein, Voldemort de la trilogie du samedi quand même. Hein. C'est affreux parce que l'acteur, il a l'air malade normal quoi en fait. Ah, le caméléon. J'adorais cette série. Jarod. Ne me décevez pas, Mademoiselle Parker. Il est devenu quoi l'acteur du caméléon? Il est tellement charismatique, l'ours bronze. Je sais plus, mais il avait fait une comédie géniale dans le milieu homosexuel qui s'appelle Jeffrey. Si vous l'avez jamais vu, super comédie. Un peu douce amère. Avec Patrick Stewart qui est absolument fabuleux aussi dans ce film. Après, Marie Cécile, je ne sais pas trop ce qui est devenu l'acteur du caméléon. Comment s'appelle l'acteur d'ailleurs? J'ai un pote chirurgien qui m'a dit que la chirurgie a fait beaucoup de progrès pour corriger l'apnée du sommeil. Michael T. Weiss. Non, c'est Michael T. Weiss ça? Oh, ce beau gosse dans Jeffrey.
c'est un très bon film, le Jeffrey. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, c'était vraiment très très cool. Bon, il poussait à la salle. Hein. Non, il était beau gosse, mais effectivement, qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Je ne sais pas. Oh là là, le mulettosaure, le bâtard. Il y a Picard dedans. Oui, il y a Patrick Stewart, qui est très 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 drôle dans ce film, dans Jeffrey. Il est très très cool. Mais le film lui-même, il a un peu doux amer, voilà. Allez, on enchaîne. J'ai trouvé ça cool que, pour en revenir à l'apnée du sommeil, parce qu'on est parti sur Jarod du caméléon, me demandez pas pourquoi. Je trouve ça cool que y a cette fonctionnalité qui soit intégrée dans les montres Samsung et qu'on puisse au moins se faire diagnostiquer les premiers signes potentiels rapidement et simplement sans rendez-vous. Et que les résultats de cette montre soient recevables par la FDA aux États-Unis. Je sais pas si un équivalent va être fait en France. Je demande à Samsung, tiens, je demande à Samsung si un équivalent va être fait en France. Attendez, vous savez quoi? Vous me donnez 2 secondes et je le fais maintenant, comme ça je n'oublie pas de le faire. Ah, bonne nouvelle aussi, puisque j'ai eu des codes pour Helldivers 2 et on va essayer d'y jouer en coop avec Daz, Lydia et Mama Paprika. Bon, bref. Alors, donnez-moi 2 secondes, j'envoie un petit mail. Hop, pour avoir des news, ça va être ratifié en France. Alors, hello Renaud. Nous sommes en stream. Nous sommes à la télé, comme dirait mon petit frère, et on parle de cette news. Tu sais si ce sera aussi officiel en France? Alors, il y a plein de gens qui adorent Helldivers 2. Moi, je l'avais dit quand Helldivers 2 avait été annoncé, je vous avais dit que j'étais fan du 1, mais que je regrettais énormément que Helldivers 2 soit pas en... que Helldivers 2 soit pas en... comment dire... Helldivers 2 soit pas en dual stick shooter vue de haut, parce que moi j'adorais cette vue, j'adore ce type de jeu, et j'étais déçu que ce soit en 3ème personne, mais apparemment... c'est pas la peine. Alors, 2 secondes, je fais tourner le code. Parce que je devais envoyer un code à Mama Paprika. J'avoue qu'un petit Helldivers avec Mama Paprika, Lydia et Daz, ça peut être extrêmement drôle. Très très drôle, tout à fait. Alors. Helldivers 2 est trop bien et la cinématique de l'intro est présentée par Patrick Daniel, tu verras. Bah, de toute façon, c'est Starship Troopers, non? Je pense qu'on va tous kiffer, on va beaucoup rigoler. Hein. On va beaucoup rigoler. Pardon, j'ai pas piché, c'est quoi le problème avec la vue d'IMES008? En fait, c'est... moi, j'adore les shooters vus de haut. Donc, ce qu'on appelle les dual stick shooters, c'est des shooters qui vous permettent de vous déplacer avec le stick droit et de viser avec le stick gauche. Et Helldivers, le premier du nom, était un des premiers jeux de ce type. Pour moi, que j'ai connu sur la PlayStation 4, je crois. PlayStation 4, je sais plus. Et donc j'avais adoré, c'est un jeu qui était difficile, c'était un jeu coop, vous me connaissez, j'adore les jeux coop. Donc en fait il y avait tout, j'avais tout aimé dans ce jeu.